C'est génial ça. Sans regarder la question. Je vais pas regarder, je vais regarder que le verso. Bah attends, je peux te donner. Non, ça, non, c'est ta vie. C'est énorme ça, toi. Comment t'as chopé ça là? Non, putain, il m'a failli me faire pleurer déjà une fois. Elle a bien fait son taf, la maquilleuse. Je passe bien à l'écran, je suis mignon. J'ai pas la tête droite, vous avez remarqué ou pas? J'ai jamais abandonné. Chose que m'ont appris mes parents. J'ai jamais abandonné. Le mot abandon n'existe pas dans le dictionnaire. T'as demandé l'album de famille à ma mère ou quoi? L'idée, c'est en fait, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu es chef d'entreprise. Tu as un parcours d'aventurier, un double parcours d'aventurier. En plus, tu as la fossette au menton comme moi. Et ça, j'en connais pas beaucoup. Est-ce qu'on est bon, les garçons et les filles? Vous avez filmé la petite horloge là? J'adore cette petite horloge. Filmez-la avant qu'on soit hors confinement. Je vais échouer au Crédit Agricole. Bonjour les rouges, bonjour les jaunes. Aujourd'hui, épreuve d'immunité. Alors. Tu as passé la quarantaine. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que le gamin qui a grandi à Sablé-sur-Sarthe serait fier de la personne que tu es devenue? Il serait fier parce que j'ai été un peu. J'ai fait pas mal de choses. J'ai pris pas mal de risques. J'ai pas voulu me stabiliser entre 20 et 30 ans. Et je suis fier parce que j'ai essayé de prendre un petit peu des qualités sur les patrons que j'ai connus, sur les gens qui m'ont entouré pour faire ce que je suis maintenant. À l'âge de 6 ans, tu es renversé par une voiture. Pas mal. Ok. Et explique-nous un peu cet épisode de ta vie qui arrive très jeune. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être le début de la gloire, quelque part, le début de la gloire physique, ou ce qui m'a emmené jusqu'à là. J'aurais peut-être pas eu mon accident, je serais peut-être pas patron de salle, et j'aurais peut-être pas fait Koh Lanta 2 fois. Parce que effectivement, j'ai commencé le sport juste après. À 6 ans, ma sœur qui était chez la nourrice, j'étais avec ma mère, donc la chercher, ma petite sœur qui avait 2-3 ans, et la voiture était de l'autre côté de la chaussée. Et effectivement, à l'époque, comme j'ai une légère myopie, on avait un cache sur l'œil qui fonctionnait mal, et mon champ de vision était donc limité à droite. J'ai pas trop regardé, j'ai traversé avant ma mère, et je me suis fait renverser à ce moment-là. Et je me suis pris son pare-brise et le trottoir, qui fait que j'ai une double fracture du crâne, et je suis resté quelques heures dans le coma. Donc c'était une catastrophe. Ma sœur, qui était restée dans la voiture de l'autre côté de la chaussée, a tout vu. Et là, c'était le début de la fin. Ma mère qui s'en voulait, qui paraît qui a tapé, qui a crié partout dans la rue. Les pompiers qui sont venus rapidement, c'était les pompiers. Et c'était... ma mère me raconte souvent ça, c'était cette phrase qui me heurte encore. Si l'hôpital qui appelle, si on ne vous rappelle pas, c'est qu'il est sauvé. Si on vous rappelle, c'est qu'il y a un problème. Donc vous pouvez rentrer chez vous. Et donc on ne l'a pas rappelé. Ouais, voilà, on ne l'a pas rappelé. Convalescence? Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis resté 20 jours à l'hôpital. J'ai repris le CP juste après. Et ma mère m'a dit, je vais te mettre au sport maintenant. Je veux que tu t'endurcisses. Et c'est là où j'ai commencé le foot. Ta carrière de foot? Raconte-nous, centre de formation. Ouais, centre de formation de foot, une super fierté. J'ai commencé à Auvers-le-Hamon, un tout petit patelin, donc je suis à côté de Sablé-sur-Sarthe. Et j'étais de suite rapidement appelé à Sablé, où j'ai joué jeune, je sais plus comment ça s'appelait, moins de 15, minime cadet, excusez-moi, c'est minime cadet encore à l'époque. Et après, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Sarthe, donc l'équipe départementale. On était en compétition régionale, et c'est dans ce genre de compétition où il y a des recruteurs potentiels qui sont présents, et qu'ils ont noté mes capacités physiques surtout. Aller très vite. Déjà là, on est sur 15 ans. Le physique, la préparation physique, le côté physiquement déjà en place pour un jeune homme de 15 ans. 15 voilà. ans. 15 Oui, c'est vrai, à 15 ans, j'avais des bonnes cuisses, j'étais déjà assez grand et surtout assez corpulent. Donc avec une force. Tu jouais quel poste? Avant-centre, 9. Avant-centre, 9. Donc le buteur, celui qui est exposé. Buteur, qui frappe de 30 mètres, 40 mètres, qui met 90% à côté. Mais par contre, quand ça rentre, c'est super but. Magnifique. Mais je tentais, un peu à la JPP, quoi. Là. Et qui était mon idole d'ailleurs. Je regardais les cassettes de OM 91. C'était magnifique. Tu es pratiquant et passionné, passionné de football. Passionné. Tu vas attendre le niveau national? Tout à fait. Donc j'ai fait moins de
moins de 17 ans national. J'ai fait quelques matchs. Voilà, tu me mets dans le doute. À l'époque, c'était National 3. Ok. J'ai fait National 3. CFA 2. Et quelques postes de remplaçants aussi en pro. Ok. Donc, qui étaient en Division 2 à l'époque, donc Ligue 2. Entendu. Et Donc, là, quelques entraînements aussi avec l'équipe pro. quand on est dans cet élément-là, qu'est-ce que tu en as retiré comme leçon? C'est le partage. C'est là où j'ai appris, non seulement je faisais toujours un sport collectif, mes parents déjà m'avaient inculqué ça, mais je ne me rendais pas forcément compte de toutes leurs paroles. Au Romuald, il faut penser aux autres. Il faut toujours être avec les autres. Il faut toujours remercier. Il faut être généreux. Et là, j'ai mis ça en évidence beaucoup dans ce milieu-là. Et pourtant, c'est un milieu ingrat, parce que dans ce sport de haut niveau, même dans une préparation de sport de haut niveau, les gens ne font pas de cadeaux, surtout à cet âge-là. J'aurais dû être un peu plus individualiste. Pour mettre plus de personnalité peut-être. Ben, c'est un peu devant tout le monde. Le club a déposé le bilan, donc est descendu. Donc j'ai perdu le statut professionnel à cause de ça. C'est pas forcément à cause de mes qualités. J'aurais pu être pris ailleurs. Et j'ai été pris ailleurs. J'ai une blessure qui m'a freiné et j'ai voulu retourner dans la vie normale. En fait, contre le PSG au Camp des Loges, en moins de 16 ans national, j'ai eu un coup sur le genou j'ai eu donc une distension ligament croisé. Distension. Il y a pas qui n'a pas engendré d'opération. J'ai pas pu faire les tests parce que j'étais encore blessé pour rentrer dans d'autres clubs. Et à partir de là, j'ai voulu être préparateur physique dans un club professionnel de football. Donc là, on est vraiment aux prémices, comme je le disais tout à l'heure, de ta formation initiale qui va t'emmener, je crois, lors du nouveau millénaire, à l'obtention du brevet d'état des métiers de la forme. Exactement. C'est exactement ça. Mais juste avant, je me suis fait bouler dans tous les clubs de sport, de foot, parce que j'étais trop jeune. Tes essais en tant que préparateur physique, tu es boulé par rapport à ça, par rapport à ton âge, pas en tant que joueur, on est d'accord? Non, non, là j'étais en tant que préparateur physique. Le deuil de la carrière footballistique est fait, tu cherches vraiment à t'orienter sur la prépa physique, c'est avec ça que tu as une sensibilité particulière dès le plus jeune âge. Exactement, c'est avec ça, mais en même temps, je voulais le faire pour les footeux à la base. Entendu. Mais tant que j'avais pas l'âge pour le faire, ou c'est vrai que je me sentais vraiment jeune, j'ai dit c'est pas grave, je vais le faire pour les gens de la vie de tous les jours. Donc j'ai passé, comme tu l'as bien dit, le brevet d'état des métiers de la forme pour pouvoir avoir un diplôme d'état et s'occuper des gens de la vie de tous les jours. Et me voilà propulsé à Brest, au Mans, voilà, dans des clubs de sport. C'était pas ma tasse de thé au début, surtout les cours collectifs. Je voulais surtout pas faire des cours collectifs. Moi, je voulais faire que de la prépa physique et du coaching. J'ai eu la chance d'être à l'aise à peu près sur la musique, d'être à l'aise face à un public. On me mettait un micro, en fait, je me sentais mieux. Je me sentais bien face au public. Et donc, je me dis, c'est peut-être un boulot pour moi, ça. Et j'ai continué. Et j'ai passé des caps. Parce que dans tous les métiers, il y a toujours des caps à passer. Tu évolues, tu passes un cap. C'est ce cap-là qui te demande d'arrêter, de faire autre chose. Parce que tu trouves que tu n'es pas assez rémunéré, parce que tu en as marre de sourire aux gens, tu es fatigué, etc. Si tu passes ce cap-là, tu repars sur une deuxième évolution. Et bien moi, j'en ai passé 3, 4 comme ça, où j'ai jamais abandonné. Chose que m'ont appris mes parents, de jamais abandonner. Le mot abandon n'existe pas dans le dictionnaire Romuald. On est en 2004 et là, Koh-Lanta, donc l'aventure Koh-Lanta se présente à toi. Tout d'abord, pourquoi avoir postulé à Koh-Lanta? Franchement, ça faisait une semaine que j'étais arrivé sur Caen. Je vois l'extrait sur TF1 de Koh-Lanta, inscrivez-vous, etc. Et me voilà parti, c'était un samedi midi, je suis ici de manger, et je fais un petit courrier. Mais je mets en avant, j'ai quasiment pas parlé de moi. Sur mon passé, j'ai pas parlé de mes activités, j'ai pas parlé de ma force physique, Non, j'ai parlé de moi en groupe. Si je suis un leader, un dominant, un stable, un cartésien, ou comment je me situe avec un groupe. Ça leur a vachement plu. Le premier contact avec la production, il se fait par quel biais? Mais j'y croyais pas du tout, parce qu'ils m'ont mis les pendules à l'heure tout de suite, en stipulant qu'il y avait au moins 5 castings. Je dis OK. Quand je suis arrivé au bout des castings, donc c'était complètement différent par rapport à maintenant, j'ai dû aller choper des clients pour faire le reportage TF1 chez moi. Je finissais un cours de RPM, un cours de vélo, et à la fin du cours, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que certaines personnes, donc je n'ai pas dit que j'allais à Koh-Lanta, est-ce que certains veulent venir chez moi, 4 personnes,
pour qu'il y ait un peu plus de monde et montrer que j'ai des amis, parce que je suis arrivé sur quoi, je connais pas grand monde, donc ça serait cool que quelqu'un vienne chez moi. Tu viens d'arriver, donc t'allais pas appeler les potes de Brest, t'allais pas appeler, juste pour une journée, une soirée, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, c'était un super moment, 2004, ta première participation à Koh-Lanta. Je vais te proposer un petit quiz, un petit questionnaire sur ta saison 2004. Ouf. Qui a été le premier éliminé de ta saison? Nelson. Il a voulu faire une alliance dès le début. Tu sais, quand tu es dans le collectif, encore une fois, je parle de ça, tu avances avec le groupe pour subvenir à un résultat. Ou tu dois avoir une communication collective qui aboutit à une solution. Si tu vas avancer déjà tout seul, alors que dans le collectif, parce que tu sais très bien que Koh-Lanta, c'est des épreuves collectives au début, donc on doit avancer ensemble pour arriver en supériorité numérique à la réunification. Quand on a un, dès le début, qui veut déjà faire des stratégies dans l'équipe, tu te dis, bah arrête, déjà, fais pas de sport collectif. Sois jamais chef d'entreprise. Et te souviens-tu comment Raphaël a réussi à pêcher un requin? Il a vu un requin entre deux rochers. Il l'a chopé, il l'a à moitié étranglé, il a un truc de fou. Hein. C'est juste au fil, non? C'est une très bonne réponse, c'est avec un film, mais ça semble presque irréalisable aujourd'hui quand on regarde les émissions. Il était monstrueux, Raphaël. D'ailleurs, il a étouffé une belle victoire que j'ai eue une journée avant, ou le matin même, en épreuve d'immunité, qui était exceptionnelle, ma victoire. Exceptionnelle. Mais vu que derrière, il a pêché le requin 1 heure après, l'essentiel de l'émission était pour lui. J'étais un peu vénère, ouais. Il t'a volé la vedette. Non, il était exceptionnel, Raphaël, exceptionnel. Un vrai aventurier. Moi, j'étais joueur, j'étais dans le jeu, lui, il était dans l'aventure. Saurais-tu me dire combien de votes a reçu Linda lors de la finale? Oh, c'est énorme. Je n'ai même rien eu. Non, c'est 0. 0 vote. Ouais. Sais-tu à qui tu as cassé la flèche lors de l'édition 2004? J'ai cassé la flèche à Raphaël et j'ai cassé la flèche à Linda. C'est certain. Comment on peut prendre la décision de casser la flèche d'une personne? Ça se fait par affinité, ça se fait par stratégie? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que tu dises que les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, sont multipliées par 20. Tu pêches un poisson, c'est le plus beau jour de ta vie. 2 heures après, tu te plantes sur une épreuve, tu es effondré et tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Un jeu, tu n'es pas là pour le perdre. Là, c'était une épreuve individuelle. Donc ça veut dire que c'est le coup du tir à l'arc, c'est celui qui arrive premier qui aura la récompense. Ou, je ne sais plus si c'était une épreuve d'immunité ou une épreuve de confort, soit la récompense, soit tu es intouchable au conseil. Donc tout le monde peut comprendre qu'on doit évincer les meilleurs à cette épreuve, en l'occurrence du tir à l'arc, pour pouvoir avoir la récompense ou l'immunité. Et du coup, à l'issue de cette fameuse épreuve de tir à l'arc, il y a ta femme qui te rend visite. Mélanie, tout à fait. Non. Là, c'est le retour des héros. Coupé. Là, on est en 2004. Mélanie, c'est au téléphone. Ta petite amie. Mais au téléphone. C'est au téléphone. Bah oui, parce que tu te rends visite. C'est là. Je la refais, on est d'accord? À l'issue de cette épreuve, tu as le droit à un coup de fil et donc c'est ta petite amie de l'époque qui t'appelle. Voilà. Le fait d'avoir une nouvelle de ton ami, surtout tu as des émotions, tu as de l'amour pour elle. Et quand il te donne un petit apéritif, petit aperçu de ta récompense, où elle t'annonce juste, Romuald, je te récompense si tu gagnes, on parlera 10 minutes. Tu as envie, tu as cette force décuplée, tu as envie de gagner l'épreuve. D'ailleurs, j'ai perdu l'épreuve. J'étais à ça, j'ai perdu en finale. Donc, on a eu qu'un tout petit échange de 3-4 mots. Ah oui, les émotions, comme je t'ai dit, les émotions sont multipliées par 20. Dernière question, Romuald, sur ton aventure de 2004. Lors des ambassadeurs, ce fameux moment de Koh-Lanta, quel participant a reçu un vote contre lui? Guillaume, j'ai adoré ce jour. Philippe arrive, sûr de lui, avec je me rappelle encore de son regard assez intimidé, ses épaules un peu syphotiques, tu vois. Philippe qui est le futur vainqueur. Qui est le futur vainqueur, qui a du mal à se redresser.
j'entendais des bruits de rotules, tellement c'était rouillé au niveau de ses articulations. Et il me dit, Romuald, j'en ai marre de Guillaume. Guillaume, c'est un membre de ton équipe. Alors moi qui étais en train de partir sur une stratégie pour qu'il vire un membre de son équipe, oui, il ne branle rien. Bon bah écoute. Romuald, du coup, l'après 2004, c'est le début d'une certaine notoriété et ça va être aussi tes premiers pas en tant que chef d'entreprise. Explique-nous un peu cette période entre l'après Koh-Lanta et finalement l'avant participation au Retour des Héros en 2009. Alors c'est assez riche. Effectivement, 2004, je reviens, donc j'avais encore ce statut de salarié. N'oublions pas que je suis arrivé sur Caen parce que je voulais avoir un statut de pluriactif. Ça veut dire que je voulais maintenir un statut de salarié, mais en même temps commencer à monter ma société de coaching. Et c'est l'entrepreneur de l'époque de Vitalform qui a accepté cela. C'est pour ça aussi que je suis venu sur Caen. C'était pas juste pour le salaire ou pour mon statut de salarié, c'était parce que je pouvais faire les deux. Donc je suis arrivé sur Caen pour ça. J'ai développé ma société de coaching et effectivement après Koh-Lanta, ça allait plus vite. Plus de gens voulaient être avec moi dans le coaching, donc je tournais à 10, 12 clients par jour d'une heure. Donc ça cartonnait pendant X mois, X années. Et en même temps, je conservais quelques cours pour maintenir mon expérience de cours collectif. À quel moment tu as l'étincelle, le déclic de l'entrepreneur? Mon associé Géraldine a eu un mari exceptionnel et qui m'a annoncé à un moment donné, est-ce qu'on a l'objectif, on a tous l'objectif, donc avec moi, de créer un nouveau club à l'extérieur, à Mondeville, donc, qui est devenu Planète Forme. Mais il me fait, on se dit, mais attention, celui-ci est en redressement judiciaire. Pour nous échauffer, avec cette nouvelle structure qui est à créer, on pourra presque racheter celui-ci. Mais ce n'était pas l'objectif premier, Vitalform. C'était Planète, à la base. Et on se dit, allez, c'est parti, on achète le club, on achète Vitalform. Et c'est là où tout est parti. La dernière année, il a fini en redressement judiciaire, donc catastrophique au niveau du bilan. On a redressé dès la première année. On était déjà en positif. Comment on gère l'arrivée de la concurrence? Comment on adapte son business plan face à ce qui a été, je pense, au début des années 2010, une activité qui a évolué très rapidement dans l'ouverture de différents établissements dans les grandes villes et dans l'agglomération? Ce que j'avais peur avec ces implantations, c'est que les gens, j'avais peur que les gens partent pour le prix et pas pour l'esprit. Tout ce que j'ai mis en évidence dans nos structures, c'est justement cet esprit. Les gens doivent se sentir bien là où ils sont. Et pourquoi ils iraient ailleurs? Je me suis posé beaucoup cette question-là, mais sans étudier réellement ce qui se passe ailleurs. Si tu étudies trop ce qui se passe ailleurs, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Moi, je veux absolument que j'interroge mes clients. Pourquoi tu es là? Pour quelles raisons tu es là? Et pourquoi tu restes là? Et quand ils me disent, c'est grâce à l'ambiance, ok, donc c'est ça que je dois encore mettre plus en avant, et grâce aux qualités de cours. Tu as tout dit. C'est pas parce que tu n'as pas le plus beau des clubs que les gens resteront. C'est pas grave. C'est l'ambiance, c'est une prestation de service, c'est pas la plus belle machine. Ils viennent pas pour une machine. Ils viennent pour toi, ils viennent pour ta qualité, ils viennent pour une ambiance. Comment ou à quel moment de ta vie tu as atteint, on va dire, cette sérénité financière? À quel moment tu t'es dit, le cap est passé, je peux vraiment m'éclater dans ce que je fais sans me soucier? Malheureusement, j'ai pas eu de cap confortable. Où j'imagine toujours l'échec, ce qui fait que je suis jamais dans le confort. Mais en étant jamais dans le confort, où le fait de jamais me sentir dans le confort me pousse toujours à progresser. C'est pour ça que je ne suis jamais dans le confort. Je ne suis pas du tout dans le confort. Je l'ai peut-être ressenti un petit peu sur les 2-3 premières années de Vitalform ici. Ce qui m'a permis d'avoir le feu vert et le tapis rouge pour créer Planète. Franchement, Planète, ça n'a pas été facile. Ça a mis 3 à 4 ans à sortir de l'eau. Planète, on est en quelle année quand tu crées ta deuxième 2013. structure? 2013. 2013. Et ensuite, on a pu, grâce à un transfert de patrimoine, c'est plutôt juridique, restabiliser jusqu'à mars 2020. Le deuxième semestre 2019
Et le premier trimestre 2020 a été exceptionnel, historiquement, pour Vital et pour Planète. Et monsieur Covid est arrivé. Romuald, avec l'arrivée du Covid, comme tu le disais à l'instant, en tant que chef d'entreprise, j'imagine que quand on t'a dit tu fermes ton établissement, l'année dernière, ça a été peut-être dans un premier temps une certaine angoisse, une certaine inquiétude et beaucoup d'interrogations. Comment on fait face à ça en tant que chef d'entreprise? La situation s'est aggravée mentalement au deuxième confinement. Sur le premier confinement, nous étions tous dans cette découverte des cours à distance. Parce qu'on arrivait, plus personne ne pouvait accéder au club. Donc on s'est dit, c'est une nouveauté. On continuait presque les prélèvements aussi. Donc les gens continuent à payer. On l'a fait pendant un mois en même temps. C'est pas si énorme que ça, mais les gens ne voulaient pas perdre cette addiction sportive. Même le cours collectif qu'on crée avec juste le portable à la maison, ça a attiré, mais j'avais des 3000, 5000. Je suis allé pas loin de 8000 vues. Tout se passait bien, on était presque en vacances. Et là, des valeurs que tu portes, comme la solidarité, l'humain, là tu te dis qu'il y a un peu de ça derrière cette période grave qui a été l'arrivée du Covid dans notre quotidien. Ouais, je trouve que tout ce qu'on a fait depuis le début, eh ben ça a payé maintenant. Il y a pas, les clubs locaux, avec 100 profs, on va avoir du mal à mettre ça en avant. Et donc on s'est dit, beaucoup de gens étaient solidaires et très partisans sur nos cours collectifs à distance, en ligne. Bah, donc, il ne fallait pas aller plus loin. Ensuite, il y a une réouverture en juin. On y est allé avec parcimonie, distanciation. C'était assez délicat parce qu'on commençait à perdre des clients. Il n'y avait pas forcément les aides qui étaient activées. Donc, ça va, je ne perdais pas trop d'argent non plus, mais je mettais tout en œuvre pour faire repartir. Avec une communication très à cheval sur la distanciation, et montrer ça de façon ironique. En 2009, on te propose le retour des héros, le premier All-Star Game dans Koh-Lanta, qui est une nouveauté. Quand tu es contacté, raconte-nous comment ça se passe. Là c'est magnifique. J'avais une revanche à prendre parce que 2004 n'a pas été forcément une fierté personnelle. Oui, une fierté sur le classement, sur la finalité. 4e, c'est beau, c'est très bien. Mais pas une fierté personnelle. Parce que la Lucie a pris un coup, etc. J'avais envie de reprendre ma revanche. On m'a contacté. J'ai passé 2 castings haut la main. J'ai été pris haut la main. J'étais pris tout de suite. Vas-y, c'est parti. Quand on y retourne une seconde fois, on sait à quoi s'attendre quelque part, comment on se prépare physiquement, comment on se prépare mentalement, notamment avec le résultat qu'on connaît. C'est là où j'ai changé ma stratégie, après donc 2004, et donc j'ai pu faire une préparation mentale. J'étais plus à l'aise avec les gens déjà, j'avais une sociabilité plus importante, et je savais que ces 4 qualités, sociabilité, sport, survie, stratégie, étaient des maîtres mots. Donc je me suis un peu préparé là-dessus. En même temps, comme j'ai énormément souffert de la nourriture lors du premier Koh-Lanta, et ben là, il fallait absolument que je me prépare. Donc là, j'ai fait une préparation glucidique, etc., un rebond à la fin. J'ai fait un truc de marteau qui fait que j'étais super prêt. J'ai pas trop souffert. Je ne sais pas si tu te souviens, Romuald, l'épreuve de la tarentule que tu as gagnée. Donc là, aujourd'hui, je vais te lancer un cap, pas cap, de manger un poulpe. Cap. Cap? Ouais. Stagiaire, s'il vous plaît. Ah ouais, carrément. Ah, pas tout ça. Je te lance un défi. Mais je peux pas manger tout ça. Là on finit l'interview dans 3 quarts d'heure. C'est énorme. Non, mais je te le mange. Je te mange la partie supérieure. Oui, si tu veux. Ouais. Quand tu as la tarentule face à toi, dans quel état d'esprit tu es? Ben, paradoxalement, contrairement peut-être à d'autres qui peuvent dire c'est dégueulasse, de manger ça pour pouvoir gagner une aventure, je me dis, je justifie encore mes propos que je viens de te dire, j'ai dit je vais gagner. T'es certain? J'ai eu des séquelles pendant 6 mois après derrière, mais je vais gagner. J'étais sûr que je vais gagner. J'étais sûr de gagner. Je vais bien manger un morceau de poulpe, oui. Allez, bon, c'est ton petit défi du jour. Ouais, voilà, le petit défi. Poulpe pêché ce matin par les soins de notre stagiaire fraîche. Antonin. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est courageux.
C'est pas dégueulasse, franchement. Romuald, Vas-y. l'orientation 2009. Ouf. Donc, une petite revanche quelque part, puisque c'est là où s'était carrément. arrêté ton parcours en Mais 2004. c'était dur quand même. Raconte-nous. On commence déjà par fallait trouver le plan, où il y avait quatre arbres repères à aller chercher. Je me rendais pas compte avec le plan, la distance qu'il y avait réellement. Et tout de suite, comme j'ai découvert le plan en premier, j'ai pris celui qui était le plus proche de l'Amazonie. Donc, je prends celui d'extrême gauche, mais c'était le plus loin. Mais en même temps, j'ai dit, je vais avoir plus de facilité à le trouver. Plutôt que de rentrer dans les terres, jongler entre les arbres, chercher le baobab ou peu importe, eh bien, je me suis pris l'arbre, le repère le plus près de la mer. Mais par contre, je pensais pas que c'était aussi loin, quoi. J'en ai chié. On a fait des... J'ai fait preuve d'une grosse mémoire et j'ai pas besoin de revenir, donc, du coup, au plan initial où il y avait Denis Brognard. Et j'ai directement été chercher C'est là où tu as fait la différence. J'ai par fait la différence rapport par à Jean 2004. Bernard. Et je suis arrivé 3e. Quand même. Tu arrives sur les poteaux, que tu découvres, puisqu'en 2004, tu t'étais arrêté à l'orientation. Tu ne gagnes pas les poteaux, Jade l'emporte. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que forcément, elle va choisir son amie Philomène? Oui. Il restait une nuit avant l'épreuve des poteaux où nous étions tous les trois. Jean-Bernard était parti. Mais j'ai été voir Jade. Ça n'a pas été forcément filmé parce qu'ils ne sont pas toujours avec nous. Et je lui ai dit, écoute, entre nous, si tu me choisis, si tu gagnes et tu me choisis, ou si on tombe tous les deux, les votes sont beaucoup plus ouverts. Parce que on est complètement différents. J'ai plutôt œuvré, moi, sur la survie, toi plutôt sur les jeux, etc. Par contre, si tu choisis Philomène, qui était ta plus grande copine, vous étiez toujours cul et chemise, là, ça risque d'être difficile. J'ai essayé de lui raconter ça plusieurs fois, donc, et ça fonctionnait. Et même quand j'ai perdu, quand je suis tombé de mon poteau, remettez les images, un jour, je tombe, donc Jade tombe avec moi, parce que c'est qu'elle a gagné, je la prends dans mes bras, je tire un peu le micro, et je lui glisse un petit mot dans l'oreille. Je lui dis, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Après, tu fais ce que tu veux. D'où cette interrogation qui a duré, mais je vous jure, mais au moins 20 minutes, où elle s'est isolée en train de se dire, mais Philomène ou Romu? Elle a fini par me prendre. Mais je vais vous dire une chose, elle aurait pris Philomène, ça aurait été pareil. Elle aurait perdu. Quel rapport tu gardes avec Jade aujourd'hui? Quasiment inexistant parce qu'elle n'est pas réseaux sociaux du tout, elle n'a rien. Et on a conversé un petit moment ensemble, mais il y a eu des difficultés avec elle parce qu'elle a malheureusement demandé un partage de la somme gagnée. Et je l'ai mal pris parce que tu n'as pas le droit. Si tu m'as pris, c'est que tu pensais gagner. Si tu m'as choisi en finale, c'est que tu pensais gagner. Jade, c'est que le côté humain a joué au moment des votes et c'est ce que tu mets en avant. Et ben voilà. En Et particulier. encore une fois, et c'est ce que tout le monde a dit. Quand ils ont inscrit mon prénom sur le papier et quand ils ont justifié pourquoi, c'était Romu super. Pas forcément super aventurier. Romu, t'es un mec génial. Quand t'avais un problème, t'étais toujours là. Tu nous prenais par l'épaule, tu as toujours été là. Tu as un compromis de tout. Un petit peu moyen bon en survie, moyen bon aux épreuves, bon en. Mais j'ai pas excellé partout. J'étais bon partout. Moyen bon partout. C'est ce qu'il faut pour gagner Koh-Lanta. Romuald, je vais te transmettre une photo et je voudrais juste que tu me dises ce que t'évoque cette personne, quelle relation tu entretiens à cette personne. Voilà, quel est ton regard sur cette personne? Oh. Denis Brognard m'a changé quand même ma vie. Denis Brognard est une personne, ça reste un animateur, mais ça reste vraiment une personne que j'admire parce que par rapport à son aisance, sa sportivité, et sa façon de réagir. C'est vrai que c'est un mec de la télé, donc ça veut dire qu'on doit toujours être bien placé. Forcément, vous ne pouvez pas apercevoir ces choses-là, mais on lui disait pas mal de choses à l'oreillette, il y avait beaucoup de coupures. J'adorais quand il s'arrêtait et quand il était avant les épreuves, c'était
toujours avec la petite chemise relevée jusqu'à la partie supérieure de l'avant-bras, mais jamais là, mais à peu près ici. Avec son frottage de main inimitable. Bonjour les rouges, bonjour les jaunes. Alors aujourd'hui, épreuve d'immunité. Alors, Et Romuald, est-ce que tu peux te décaler? Philomène, tu te tais. Tais-toi, parce que là, on s'entend plus. Resserre-toi. Avance un petit peu. Alors, c'était beaucoup de coupures comme ça. Mais j'adorais son calme, son côté posé. on a parlé de tes réussites. Il y a un échec récent qui reste, les 20 ans de Koh-Lanta, avec un All-Star exceptionnel, où dans le casting, tu as été très loin. Comment tu vis ce revers, qui a été un revers qui s'est joué à très peu de choses? Tu vas en vouloir à la production de t'emmener aussi loin. Effectivement, j'ai voulu mettre ça en avant dans les réseaux pour pouvoir le partager avec des journalistes. Et ça a très très bien marché. Pour montrer cette entorse qui ne me va pas. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un de préparer ton sac et de lui dire après, tu es potentiellement remplaçant. Tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un où j'ai fait 4 vaccins. Épaule droite, épaule gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Et en même temps, de te mettre à l'isolement derrière. T'envoyer des sacs, 40 masques par la production, avec aucun mot dedans. À un moment donné, tu as envie d'être en colère contre eux. Mais maintenant, 1 semaine, 2 semaines après cette décision, mon côté humain et optimiste reprend le dessus en me disant « Allez, je fais partie comme des 15 meilleurs garçons, même si on est avec 10 de prix. C'est déjà bien. » Et j'ai relaté les faits sans lamentation, en étant sobre dans mes propos avec le Figaro et les 14 relais qu'il y a eu dans les journaux. Et j'espère ne pas être blacklisté. Et peut-être que j'aurai une chance supplémentaire dans 1 an, 2 ans. Quel regard portes-tu sur les derniers concurrents canés, puisqu'on est chauvin, de l'émission Koh-Lanta? Ah cool, Dorian et Aurélien, que j'apprécie parce que... Alors Dorian, je l'ai vécu, on a beaucoup parlé, pas beaucoup parlé, mais on s'est vu quand même quelques fois. Et j'aime sa jeunesse, son authenticité, ce qu'il dégage. Quand je te parlais tout à l'heure des sociabilité, survie, stratégie et sport, Dorian avait un petit rassemblement de tout ça, de ces 4 qualités. C'est pour ça qu'il est arrivé aussi loin. Et en même temps, il avait cet humour, cette ironie que j'apprécie. Quant à Aurélien, lui, il avait commencé en 2010 à me poser des questions parce qu'il était déjà inscrit à Vital. C'était le genre de personnage qui me disait « je sortais du retour des héros ». Il m'aidait d'ailleurs à faire des vidéos sur Vital, etc. Donc, une très très bonne personne, très intelligente. Je savais très bien qu'il pouvait aller loin dans tout ce qu'il faisait. Mais tu vois, paradoxalement, Aurélien, 50% sport, 50% survie. Il a tout donné à ce niveau-là, il a oublié la sociabilité, qui est la force la plus importante pour aller jusqu'au bout. C'est le social. Il faut être rassembleur. Et là, il a manqué un petit peu de tout ça. Récemment, je crois que c'est peut-être un projet depuis 2-3 ans, tu as lancé un club de football. Ouais. À quel moment on se dit, moi je vais créer mon club de foot? C'est énorme, parce que c'est un autre bébé, effectivement supplémentaire par rapport à mes objectifs de vie. C'est un peu une revanche par rapport à mon statut où j'ai frôlé le statut professionnel au foot, parce que je voulais, alors quelque chose d'unique, c'est pour ça qu'on était pas mal médiatisé, créer une ville dans la ville, créer un club de sport dans mon entreprise, où le siège social de l'association est à la même adresse que l'entreprise. Et je voulais que tous les adhérents du club de foot soient des adhérents de la salle de fitness. Donc comme ça, on pouvait prendre des anciens, de sportifs de haut niveau, etc. Et là, tu sais, comme dans un bar, tu arrives le lundi matin faire ton sport, mais au lieu de prendre ton café, tu vas faire ton sport. Et la question c'est, alors, vous avez fait combien ce week-end? J'ai attendu cette question-là. Son club a fait combien? C'est pas sa ville, là c'est son club. Je m'entraîne à Vital Form et je veux connaître les résultats du FC Vital. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en compétition libre
Donc de jouer contre des villes, même si franchement l'adhésion a été, l'affiliation au niveau de la ligue a été délicat parce que s'appelait le FC Vital, c'est un peu chiant. Ils voulaient plutôt If ou voilà, ou un nom de ville. J'ai pu avoir l'affiliation de la ligue, du district et de la ligue, et donc c'était génial. Première année, c'était l'année d'observation parce qu'on ne pensait pas rentrer en compétition la première année, donc j'ai pu rassembler 22 joueurs. C'était assez difficile, on a fini milieu de tableau et à chaque fois on est monté tous les ans. Pour clôturer notre entretien, j'aimerais connaître ton plus grand souhait pour l'avenir. Mon plus grand souhait, c'est que ma famille et mes clients retrouvent le sourire très vite. Merci Romuald.